Qu'en est-il maintenant des patients avec symptomatiques et des patients qui ont une fraction d'éjection inférieure à 30? Que dit le consensus? Donc, il dit que le patient qui a une valve anormale, qui est symptomatique et une fraction d'éjection à 30, en bas de 30, c'est raisonnable de l'opérer. De la même façon que le patient qui a un IM fonctionnel secondaire à une dysfonction gauche, donc pas un IM organique, donc un IM fonctionnel, c'est raisonnable de l'opérer, avec très, très peu d'évidence. Donc, la question que j'ai pour vous, c'est doit-on opérer les patients avec fraction d'éjection en bas de 35, IM sévère isolé d'origine organique ou d'IM fonctionnel sur une cardiopathie? Là, vous comprenez qu'on opère souvent ce genre de patients-là quand il y a une maladie coronarienne. Là, on exclut les patients avec des maladies coronariennes. Parce qu'on comprend que les patients, quand ils sont pontés, souvent la fraction d'éjection monte. Là, je vous parle d'un patient isolé qui a un IM sévère sur un prolapsus ou un IM sévère sur une cardiopathie dilatée, puis qui a une fraction d'éjection à 25-30, puis là, on se dit, il va-tu passer au travail? Première des choses, c'est des patients qui sont peu représentés dans les études. Pourquoi? Ils sont souvent non opérés. C'est des patients qui, le chirurgien va dire non, il n'opère pas ce patient-là. Il y a une fraction d'éjection à 25, un ventricule à 70, il y a un prolapsus, il ne va pas opérer ce patient-là. Ou quand ils sont inclus dans les études, ils sont mêlés avec des patients ischémiques. Donc, c'est pour ça que le consensus demeure aussi peu affirmatif en disant que c'est raisonnable. La plupart des séries avec des patients avec fraction d'éjection en bas de 35 sans cardiopathie ischémique ont inclus habituellement moins de 20 patients. Donc, c'est quand même impressionnant. Je vous présente une des plus grandes séries de la Cleveland Clinic, 44 patients, qui par ailleurs a mêlé des patients ischémiques aussi là-dedans. Il y avait 18 patients avec insuffisance mitrale sévère qui amenaient cette dysfonction-là. Et puis, il y avait 13 patients avec des IM fonctionnels sur des cardiopathies dilatées. Donc, très, très peu de patients. Donc, qui sont ces patients? Ils ont un VG à 65, des fractions d'éjection à 28. Donc, des patients difficiles sur lesquels on doit se prononcer. Ce qui est intéressant dans cette étude-là, une seule mortalité sur 44 patients. Et quand on fait le tour de toutes les autres études que je vais vous épargner, on a maximalement ce genre de patients-là, même si c'est des tout petits groupes de moins de 20 patients, pas de mortalité en haut de 10 %. La plus grande mortalité, c'est 6,5 %. Donc, ces patients-là, habituellement, ils passent au travers. Probablement qu'ils sont sélectionnés et qu'ils ont plus de dysfonction droite associée. Ça, les études ne le disent pas, mais ils passent au travers. Et je vous dis encore que c'est des patients mêlés avec des maladies ischémiques, mais on voit que la fraction d'éjection passe de 28 à 36, donc tout à fait similaire. On comprend que si on enlevait les ischémiques, probablement qu'on serait arrivé avec des fractions d'éjection tout à fait similaires, voire inférieures. Donc, en conclusion, les patients avec fraction d'éjection en bas de 35 sont non représentés dans les études, aussi peu. La mortalité opératoire est très probablement non prohibitive. Le remodeling ventriculaire peut prendre jusqu'à 1 an. Puis si on a une fraction d'éjection en bas de 35, c'est difficile de viser plus que 35 chez ces patients-là. Avec une chirurgie unique, une chirurgie cardiaque. Je ne parle pas de resynchro, là. Je parle de chirurgie cardiaque sans pontage. Donc, autre controverse, faut-il opérer le patient avec IM sévère organique asymptomatique avec fraction d'éjection en haut de 60? Donc, on comprend que c'est une question qu'on a souvent, là. C'est la controverse entre Ozanek d'Autriche, puis Sarano de Mayo Clinic. Sarano qui dit qu'il faut opérer les patients asymptomatiques, fraction d'éjection en haut de 60, surface de reflux résultant en haut de 40. Rosanek qui dit qu'on peut faire du watchful waiting. On suit les patients serrés, on les opère seulement lorsque la fraction d'éjection baisse en bas de 60, quand ils deviennent symptomatiques, quand ils deviennent AFA ou quand il y a une hypertension pulmonaire. Donc, ces deux controverses-là, on reçoit relativement souvent des appels des cardiologues qui nous demandent « Qu'est-ce que je fais là? J'ai 41 là. Il y avait 35 il y a 6 mois, est-ce que je le fais opérer? » Donc, qu'en est-il? Qu'en est-il de ça? Bon, première des choses, je veux remettre les choses à leur place. Si on a 100 patients opérés pour IM sévère, pur organique, donc je ne parle pas d'IM ischémique, je parle des IM organiques sur prolapsus. Je l'ai dit tantôt, 60 % des patients sont symptomatiques et ont des fractions d'éjection normales. Environ 30 % des patients sont symptomatiques et ont des fractions d'éjection normales, de façon prépondérante entre 35 et 60, et de façon non prépondérante inférieure à 35. Qui sont ces patients asymptomatiques avec une fraction d'éjection normale? C'est entre 10 et 15 % des patients. Donc, tant qu'à moi, c'est un peu une pseudo-controverse sur peu de patients. 10-15 % des patients, c'est des patients, mais ce n'est pas énormément de patients. Donc, première des choses, comme je viens de le démontrer, ça touche que très peu de patients et il y a peu d'études publiées dans le suivi de ce type de patients. Rosanek a publié une étude en 2006 qui incluait 132 patients
Et puis, il suivait les patients avec des échographies entre 3 mois, 6 mois ou 12 mois. Donc, il suivait extrêmement fréquemment. Et puis, il n'a pas mesuré le RO, il a mesuré l'IM en se servant de toutes les méthodes, puis il concluait à la fin, est sévère. Donc, ce n'était pas très hard de la façon dont il mesurait les IM. Donc, probablement que les études ne sont pas comparables parce que les patients de Rosenec sont probablement moins malades. Ils n'ont probablement pas des IM aussi sévères que celles de Serrano. Il faut comprendre que suivre un patient 3 mois qu'un écho, ce n'est pas de la tarte, puis il n'y a pas grand monde qui fait ça. Donc, à ce moment-ci, on retient que l'IM sévère organique asymptomatique avec fraction d'éjection normale, c'est peu de patients, que le watchful waiting est probablement acceptable seulement si on a un suivi extrêmement serré, et que l'échographie d'effort est possiblement plus utile pour rendre le watchful waiting encore plus watchful. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que, par exemple, Lancelotti puis Julien Gamagne, qui a travaillé avec moi à l'hôpital Laval, maintenant, qui est avec Lancelotti, lui, il a mesuré, il a fait des échographies d'effort, et puis 50% des patients développaient une hypertension à l'effort non loin de 60 mm de mercure, et il se rendait compte que ces patients-là, qui développaient une hypertension pulmonaire à l'effort, c'est des patients asymptomatiques avec des IM organiques sévères, avaient beaucoup plus de symptômes dans le devenir, puis c'est ceux-là qui devaient se faire opérer. Donc, c'est peut-être dans ce sous-groupe de patients-là qu'on devrait faire des échos d'effort pour mieux suivre les patients. Donc, c'est une controverse importante surmédiatisée. À ce moment, le nombre d'études est en faveur d'une chirurgie précoce en IM sévère organique asymptomatique. Le contraire peut apparaître toutefois acceptable, d'autant plus que le patient est jeune et qu'il ne veut pas être opéré. Donc, on peut penser qu'un patient de 45 ans qui a une IM sévère organique, une fraction d'éjection préservée, puis qui dit « Docteur, je n'ai pas le goût d'être opéré », probablement qu'on peut le suivre, peut-être avec des échos aux 6 mois pour dire quelque chose. Question 5. Que faire en présence d'un flail mitral? Ce qui est clair, c'est qu'en présence d'un flail mitral, on applique un peu les mêmes données que le patient avec symptomatique ou asymptomatique. La mortalité est beaucoup plus grande chez les patients qui sont symptomatiques. Ce qui est intéressant dans le classe 1 et classe 2, c'est que la mortalité annuelle, si on les suit d'une façon prospective, dans cette étude-là, il y avait environ 226 patients. On a une mortalité annuelle chez les traitements médicaux, ça c'était 86 patients, mortalité annuelle de 6 %. Donc un patient avec un flail mitral, mortalité annuelle de 6 %, on comprend que si c'était important d'opérer un patient symptomatique, bien pour un patient asymptomatique, patient asymptomatique, 6 % de mortalité, le flail mitral, c'est extrêmement important de les opérer. Ça s'applique également pour la fraction d'éjection basse. Plus que la fraction d'éjection est basse, plus que la mortalité va être augmentée. Donc, la particularité des flails, qui est un peu, tant qu'à moi, le paradoxe du flail, 50 % des patients qui ont un flail mitral sont asymptomatiques, beaucoup plus que dans la valve, que dans le prolapsus. Bon, pourquoi l'IM est bien toléré en présence d'un flail? Donc, j'ai regardé, il y a 3 études qui existent, et puis que j'ai trouvées intéressantes, qui ont regardé la présence d'ondes V chez les patients avec des IM sévères. Donc, il y a un patient sur 3 qui a un IM sévère qui n'a pas d'ondes V aux soins. Okay? Et on pense que c'est à cause de la compliance auriculaire, mais on pense également que c'est à cause du jet excentrique. Donc, il faut comprendre que le patient que le symptôme est un signal d'alarme pour le patient pour consulter. On comprend que si le patient est asymptomatique, il ne consultera pas. Il ne viendra pas à l'hôpital. Et on comprend que la compliance auriculaire est habituellement augmentée chez le patient qui a un jet excentrique. Donc, le patient qui a un flail n'est probablement pas symptomatique, malgré que son ventricule se dilate, malgré que la fraction d'éjection baisse. Donc, c'est un petit peu un paradoxe et c'est une hypothèse que je suggère, qui par ailleurs n'a pas vraiment été démontrée, mais pour moi, j'ai trop vu de patients symptomatiques avec des flails, avec fraction d'éjection qui était altérée. Question 6. Comment doit-on opérer l'IM organique chronique? Donc, il y a plusieurs façons. La façon la plus usuelle, c'est la résection triangulaire avec la mise en place d'une annuloplastie. Rapidement, ici, il y a près de 1000 patients avec des prolapsus postérieurs, antérieurs ou bileaflets. Ce qu'on se rend compte, c'est que les patients qui ont des prolapsus antérieurs ou bileaflets ont besoin, la plupart du temps, d'une chirurgie plus complexe. Il faut mettre des cordages, ou il faut faire changer les cordages de place. Donc, c'est une chirurgie beaucoup plus complexe dans le patient qui a un prolapsus antérieur. Par ailleurs, l'annuloplastie de rigueur chez les 2 types de patients, chez les 3 types de patients. J'ai bien compris qu'il me restait 2 minutes, mais je ne vais pas réussir. Ça va durer un peu plus longtemps. Donc, la survie est très bonne sans chirurgie à 12 ans dans la population en entier. Et on comprend que les patients qui ont des chirurgies beaucoup plus complexes, soit les prolapsus antérieurs
ont davantage de récidives, jusqu'à 12 dans le suivi. Et que la récidive d'IM, elle n'est pas fréquente. On a 73 des patients qui n'ont pas d'IM modéré sévère dans le suivi, mais les patients qui ont un prolapsus antérieur ou bi-leaflet ont davantage de récidives d'IM. Donc, ce qu'on doit conclure, c'est que la chirurgie pour une valve myxomateuse sont durables, il y a peu de récidives pour une majorité de patients, que la résection triangulaire et l'annuloplastie est une chirurgie efficace et la plus fréquente, mais que le prolapsus antérieur ou bivalvulaire est un défi thérapeutique pour les chirurgiens. Question 7. Quand doit-on opérer l'IM ischémique? L'IM ischémique, par définition, c'est une IM qui arrive 2 semaines après un infarctus, avec des feuillets tout à fait normaux. Finalement, c'est un IM en relation avec une déformation de la dimension ventriculaire, du volume ventriculaire. C'est les mêmes chiffres que je vous ai dit tantôt, Grigorini, qui démontrent que la présence d'une IM augmente la mortalité, d'autant plus qu'elle est en haut de 20. C'est quoi le mécanisme? C'est qu'il y a une restriction. 3/4 des IM ischémiques sont en relation avec un infarctus inférieur, inféro-postérieur, parce que les feuillets doivent se toucher comme ça. Ici, il y a un infarctus inférieur, il y a une restriction du feuillet postérieur, la plupart du temps, parce que le pilier devient plus perpendiculaire par rapport au plan de l'anneau, mais devient de plus en plus parallèle. Donc, qu'est-ce qui cause l'IM chez le patient avec un IM ischémique? C'est la déformation du ventricule qui a un impact sur la géométrie mitrale, comme je viens de vous le démontrer, mais également, il peut avoir une composante de dysynchronie, qu'on va parler rapidement tantôt.